Alors en matière d'affichage environnemental, on pourrait presque dire, au risque de paraphraser Coluche, qu'on a l'embarras du choix, et on a surtout l'embarras d'ailleurs, parce que ils sont multiples. On parle d'éco-score, de score carbone, d'analyse cycle de vie, d'agribalise. Il y a de quoi être perdu, franchement, quand on est consommateur et qu'on n'est pas un spécialiste des questions d'environnement et des questions d'alimentation. Alors on va essayer de s'y retrouver avec nos deux prochains invités. Anne-Claire Asselin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes consultante, expert, empreinte environnementale, analyse cycle de vie. Alors, on verra avec vous comment tout ça s'organise. Fabrice Boissier, bonjour. Bonjour. Alors, Fabrice, vous êtes directeur général délégué de l'ADEME, l'agence pour... À chaque fois, je me mélange dans les... Alors, ça n'a rien à voir avec les lettres de l'ADEME, c'est Agence de la transition écologique. Voilà. Parce qu'avant, c'était l'agence pour le développement, c'était l'agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, mais c'était au XXe siècle, on va dire. Voilà. Au XXIe siècle, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on organise la transition écologique de notre société française en particulier. Il y a une urgence, et donc notre rôle, c'est d'accompagner tous les acteurs dans une vision transverse des enjeux. Justement, on va croire qu'on avait presque préparé cette émission. Quand vous parlez de transition écologique, nous, les citoyens lambda, on entend ça au JT tous les jours, transition écologique, mais ça ne nous parle absolument pas. Est-ce qu'il y a des trucs qui vont faire qu'un jour, ça nous parle et que ceux qui adhéreront ne seront pas que des militants écologistes ou en tout cas des gens concernés directement par la transition écologique ? La transition écologique, c'est pas une affaire de spécialistes, c'est l'affaire de tous. Parce que tous, on habite quelque part, on se déplace, on mange, et en fait, il faut prendre conscience qu'à chaque fois qu'on fait ces actes quotidiens, on a un impact sur l'environnement. L'alimentation, nous mangeons tous 3 fois par jour. C'est, bon an mal an, un quart de notre empreinte environnementale sur les gaz à effet de serre. C'est bien sûr aussi une autre empreinte sur les ressources, sur la biodiversité. C'est aussi 20% de notre budget des ménages. Donc, un acte comme l'alimentation, qui est au cœur de nos vies, il faut voir qu'on peut aujourd'hui se réinventer collectivement pour que cette alimentation soit plus vertueuse et contribue à la protection de notre planète. Simplement, c'est comment est-ce qu'on va ensemble y arriver. C'est pas l'affaire juste du consommateur tout seul devant ses rayons. C'est pas l'affaire juste du producteur, qu'il soit agriculteur ou transformateur, qui doit bien sûr faire des efforts. Mais ensemble, il faut qu'on réussisse à réinventer des systèmes alimentaires plus vertueux pour l'environnement. Et il faut des points de repère. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais quand on se retrouve devant un rayon, on est un peu tel une poule devant un cube. Exactement, et c'est là où on se dit, l'affichage environnemental, ça peut être une aide. Une aide, c'est-à-dire ça ne va pas tout faire, il faut pas rêver, ça ne va pas être la baguette magique qui va vous dire ce que vous allez manger tous les jours. Parce que d'abord, le consommateur, il est quand même intelligent, il a des préférences, donc c'est ça qui compte d'abord, mais on veut essayer de lui apporter un outil qui va pouvoir éclairer ses choix. Donc l'affichage environnemental, on va lui demander 3 choses. On va lui demander d'être lisible, compréhensible par le consommateur. On va lui demander d'être objectif et fiable. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que si on fait un affichage qui trompe le consommateur, on est tous perdants. Et donc, il a été évoqué là déjà ce matin, le fait qu'il y ait un peu une jungle des logos. La première chose à éviter, c'est les logos qui sortent de nulle part, où une entreprise dit mon produit, il est vert, il est vertueux, sans aucun critère qui permette de déceler si c'est vrai ou pas. Le contre-exemple, c'est le label bio. Quelqu'un qui a le label bio, il y a un bureau d'études indépendant qui est venu vérifier qu'effectivement, l'agriculteur avait des pratiques conformes au cahier des charges. Ça, c'est un label qui a une valeur. Mais ce qu'on appelle les auto-allégations, c'est quand quelqu'un se proclame bio ou vert ou n'importe quoi, il faut absolument exclure ça. Ça nettoierait déjà largement le paysage. Alors, avant de revenir en détail sur ces logos, et notamment sur Agribalise, qui est une création ADEME, on en reparlera dans un instant. Anne-Claire Asselin, moi je voudrais qu'on le notait un petit peu dans ce que disait Fabrice à l'instant. Il ne faut pas que ce soit un truc, on vous dit c'est bien ou c'est mal, quoi. Il faut nous laisser quand même encore un peu le choix de ce qu'on veut manger, de ce qu'on veut acheter. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez entièrement raison. Et je pense que la vertu de l'affichage environnemental, c'est pas de dire... c'est un petit peu différent d'un label qui dit c'est blanc ou c'est noir. L'affichage environnemental, c'est une gradation. C'est-à-dire ça va vous donner une information qui va être un continuum d'informations entre des éléments plutôt très vertueux et des éléments plutôt moins vertueux. Une petite précision quand même, c'est l'affichage environnemental, c'est une information au niveau environnemental. Elle ne va pas vous donner les informations
nutritionnel du produit. Là, il y a déjà le Nutri-Score qui existe sur la plupart des produits. Absolument. Et donc, l'affichage environnemental va permettre au consommateur d'avoir une information en plus du Nutri-Score pour faire ses choix sur des aliments qui vont lui apporter les nutriments dont il a besoin et en fonction des différentes pratiques ou des différents éléments autour de l'environnement. Alors, je le disais dans le précédent plateau, Fabrice, on a l'impression quand même que cet affichage environnemental, c'est faire rentrer un carton à chapeau dans une boîte d'allumettes. Et vous y êtes collé, si je puis dire, à l'ADEME en faisant Agribalise. Alors, Agribalise, c'est quoi concrètement ? Alors effectivement, le problème a l'air très compliqué. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ne faut pas qu'on l'aborde. Et donc, nous, depuis déjà une dizaine d'années, on travaille sur les méthodes ACV, donc analyse de cycle de vie, c'est-à-dire évaluer les impacts environnementaux depuis la fourche jusqu'à la fourchette, depuis la culture dans les champs jusqu'à l'assiette, y compris le moment où on va cuire les aliments, mais quand on va les transporter, etc. Et avec cette méthode ACV, on arrive à avoir des résultats objectifs. Et donc, ça a été Agribalise, qui est une base de données ACV. Mais comme ça a été déjà dit par les précédents intervenants, ça ne dit pas tout des impacts. Donc c'est une brique qui va pouvoir nous servir pour ensuite capitaliser et avancer plus loin. Et c'est là où aujourd'hui on a un moment très intéressant, puisque la loi de février 2020 a donné 18 mois pour expérimenter des affichages environnementaux dans l'alimentation. Et c'est ce qu'on est en train de faire, puisque l'ADEME, outre sa casquette d'avoir Agribalise, a une casquette là d'être l'animateur aux côtés des ministères pour organiser cette expérimentation. On est en plein dedans. Alors, cette expérimentation. L'expérimentation, on a ouvert un appel à manifestation d'intérêt à l'automne dernier, au printemps dernier, excusez-moi, et les gens ont pu déposer à l'automne dernier. 20 expérimentations ont été lancées. C'est des gens qui disent nous, on va essayer un affichage environnemental qui va essayer d'éclairer le consommateur. Mais comme c'est très compliqué, on va essayer plein de trucs différents. Et il y a des filières qui ont proposé des expérimentations. On va parler de celles proposées par l'ITAB tout à l'heure. Des distributeurs, les mousquetaires au Carrefour, des restaurations collectives, le groupe Elior par exemple, des applis comme Yuka qui est la plus connue. Et donc tous ces gens-là disent nous, on veut essayer d'éclairer le consommateur et voilà comment on va essayer de le faire. On sait que personne n'a la solution aujourd'hui. Il y a encore plein de sujets à craquer. Mais au moins, on se dit, en expérimentant, on va pouvoir tester des choses et on va collectivement apprendre. Et il nous est demandé à l'ADEME et au groupe qui pilote l'expérimentation, à l'automne, de faire un rapport pour dire voilà où on en est, voilà ce qu'on a appris de ces expérimentations et voilà comment on pourrait avancer. Ça ne sera sans doute pas la fin de l'histoire. Probablement, il y aura encore des choses de la recherche à faire, peut-être de l'accompagnement, mais au moins, on aura capitalisé et on aura progressé dans la compréhension collective du sujet, à la fois pour les consommateurs et pour les producteurs. Anne-Claire Asselin, Agribalise, quand ça a été présenté, ça a fait couler un petit peu d'encre. J'ai retrouvé, et d'ailleurs tout à chacun peut le retrouver sur Internet, il y a eu des polémiques sans fin en disant « Ouais, mais c'est bien beau leur truc, mais il manque plein de choses, ou ils n'ont pas pris tel ou tel critère. » Vous en pensez quoi ? Je crois qu'en effet, l'ACV, comme l'a mentionné Fabrice à l'instant, l'ACV, c'est un formidable effort qui a été fait sur plusieurs années et la France porte tout à fait ses efforts et le flambeau, on va dire, au niveau européen là-dessus. Mais l'ACV, analyse du cycle de vie, ça ne suffit pas aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, je dirais pour 2 raisons essentielles de mon point de vue, ou 3. La première, c'est que l'ACV ne met pas suffisamment en valeur et n'évalue pas correctement les bénéfices favorables de l'agriculture biologique et des systèmes extensifs. Et ces bénéfices, donc c'est essentiellement les bénéfices sur la biodiversité, Natacha Sautreau en a parlé, les bénéfices aussi sur le stockage de carbone, dans les prairies en particulier et dans le cas de l'élevage extensif. Donc ces bénéfices ne sont pas suffisamment mis en valeur par l'ACV, manque aujourd'hui, il y a un manque de granularité qui est tout à fait patent. Il y a un sujet qui revient régulièrement quand on parle d'agriculture et d'alimentation, c'est celui des pesticides, voire des résidus de pesticides. Est-ce que ça, par exemple, ça c'est pris en compte ? Alors, à l'heure actuelle, dans l'ACV telle qu'elle est accessible aux experts par les bases de données, par Agribalise et par les logiciels, cet aspect de résidus de pesticides n'est pas
prise en compte. Et pour moi, c'est un élément effectivement tout à fait essentiel qu'il faut adresser. Et c'est un élément que nous avons prévu d'adresser dans le cadre du groupement ITAB Sayari VGF, qui donc est un des projets qui va faire l'objet de l'expérimentation. Dans ce cadre-là, parce que je veux juste donner des chiffres. Si on ne regarde pas les résidus de pesticides dans l'alimentation, on passe à côté du problème. Nous avons fait l'exercice, d'ores et déjà, dans le cadre de pour remettre le dossier de l'expérimentation au mois de juin, nous avons fait l'exercice sur une pomme conventionnelle. Et nous nous sommes amusés à regarder, amusés entre guillemets, parce que c'est pas forcément amusant, mais nous nous sommes amusés à regarder les impacts liés aux pesticides, à la fois sur, on va dire, le citoyen et sur le consommateur. Lorsqu'on regarde les impacts liés aux pesticides juste sur le citoyen, c'est-à-dire en moyenne les émissions vers l'air, le sol et l'eau que ces pesticides génèrent, et potentiellement de façon, ce sont effectivement des résidus infimes malgré tout, mais ça part dans l'environnement et ça touche les humains, les citoyens, par l'air, le sol et l'eau qu'ils boivent, l'air qu'ils respirent, etc. Le deuxième, on va dire, voie d'impact, c'est que lorsqu'on a cette pomme et qu'on la mange, on mange, si elle est conventionnelle, on mange des résidus de pesticides qui ont été appliqués. Et là, c'est le consommateur qui mange ces résidus de pesticides. Lorsqu'on regarde la pomme en général, l'impact sur le consommateur, qui est aussi un citoyen, qui a aussi respiré l'air et qui a consommé de l'eau, l'impact sur le consommateur de la pomme qu'il consomme, l'ordre de grandeur de la part des résidus, donc, est de 100 à 1000 fois plus que la partie environnementale. Cet élément des résidus de pesticides n'est aujourd'hui pas pris en compte dans la CV, malgré des recommandations, on va dire, du consensus international au niveau des Nations Unies. Et on est aujourd'hui en mesure, la science est là, le corpus scientifique est là, on est en mesure de le prendre en compte, et c'est un des éléments que nous saisissons de ce sujet-là pour le traiter, y compris, et donner des recommandations, y compris dans le cadre de l'expérimentation. Fabrice Boissy, on le voit bien, d'ailleurs, le sujet est immense. Il y a des trous dans la raquette, il va falloir boucher les trous au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut avoir une certaine humilité quand on s'attaque à un problème de cette taille. Se dire, c'est quoi l'atout de la méthode ACV ? C'est qu'elle est normalisée, elle est partagée au niveau international, et donc on peut travailler dans le collectif scientifique. Mais comme toute méthode, surtout avec cette ampleur, elle va avancer pas à pas. Et donc, ça va prendre du temps. Et donc, à chaque fois, on passe une marche, et puis on voit qu'il y a une marche derrière. L'exemple d'Anne-Claire est très très bon. Voilà, les résidus de pesticides. Comment est-ce qu'on va pouvoir les prendre en compte ? On voit que le problème, il est posé. Comment est-ce que ça va pouvoir se traduire ensuite dans la méthode ACV de manière fiable, objective, réplicable ? Eh bien, ça, c'est le travail qu'il faut qu'on fasse collectivement maintenant. Voilà, donc, on est vraiment sur un chemin pour avancer. Mais pendant ce temps-là, le consommateur, il nous dit, mais attendez, mais moi, je veux être informé. Et il a raison. Et donc, il faut absolument qu'on trouve, en attendant peut-être que la méthode ACV progresse, et je pense qu'elle n'arrivera jamais à être parfaite, mais en attendant qu'elle progresse, il faut qu'on trouve des moyens d'informer le consommateur avec un socle sur l'ACV et des indicateurs complémentaires qui viennent corriger, apporter des informations complémentaires pour qu'on puisse progresser et que le citoyen et le consommateur aient cette information objectif, fiable et lisible. Alors vous savez, ceux qui nous font l'amitié de nous suivre ce matin peuvent réagir à ce que vous dites. Alors par exemple, je vois une question, une réaction de Christophe qui nous dit « L'alimentation représente un quart des émissions de gaz à effet de serre. On attend beaucoup de ce secteur, de l'agriculture, de l'agroalimentaire. En termes de transition écologique, quid des 3 quarts restants ?» Est-ce qu'on n'est pas encore en train une fois de taper un petit peu sur l'agriculture et l'agroalimentaire sans se soucier du reste ? Alors, pas du tout, parce que si vous regardez un peu ce qui se dit dans la presse, les débats à l'Assemblée nationale ou ailleurs, tous les secteurs sont concernés. Et dans tous les secteurs, on demande des efforts. Se loger, aujourd'hui, on ne peut plus construire des maisons comme on les construisait hier. Il faut absolument rénover tous nos logements. Le gouvernement met en place des aides massives pour accompagner les Français dans la rénovation de leurs logements. Les transports... On parle quand même beaucoup des questions des transports aujourd'hui. On voit qu'il y a une mutation du monde des transports énorme. Si vous dites aux constructeurs automobiles qu'on ne tape que sur l'agriculture, je pense qu'ils vous diront « Ah non, vous ne vous rendez pas compte la crise que vit le monde de l'automobile ». Donc, tous les secteurs sont concernés. Et il ne faut pas oublier aussi qu'à chaque fois qu'on fait un acte de consommation, on importe aussi le plus souvent des émissions
d'ailleurs. Alors importer, si on achète de la viande élevée en Nouvelle-Zélande, eh ben, c'est des émissions en Nouvelle-Zélande. Si on achète un vêtement produit en Inde, c'est importé de l'Inde. Et donc il y a aussi ces impacts à l'extérieur de la France qu'il faut prendre en compte. Donc la question de la transition écologique, elle concerne tout le monde dans tous les actes de notre vie. Alors, Anne-Claire, oui. Oui, je voulais juste compléter parce que je pense qu'on est un peu trop focusé sur le problème du carbone. Le problème du carbone, c'est juste un des sujets qui nous préoccupe ou qui préoccupe l'ensemble des citoyens au niveau de l'environnement. Mais c'est pas le seul. Si vous regardez la récente publication du WWF en 2020, le WWF nous dit 70% de la biodiversité et de l'effondrement de la biodiversité aujourd'hui est lié à nos systèmes alimentaires. Donc, ok, c'est 20% ou 25% du sujet carbone, mais c'est 70% du sujet de la biodiversité. Donc, l'alimentation, c'est vraiment un élément clé. Première chose. Deuxième chose, on s'aperçoit que lorsqu'on doit changer nos comportements, c'est plus facile de faire évoluer progressivement notre alimentation. C'est à la portée de tout un chacun. Alors que faire évoluer sa mobilité lorsqu'on habite loin, lorsqu'on est en banlieue et qu'il faut qu'on aille au boulot, c'est pas si facile que ça si on n'a pas des transports en commun à proximité. Faire évoluer les émissions de son logement et la consommation énergétique, c'est pas évident si on vient d'acheter son bien et qu'on peut pas en changer et qu'on peut pas déménager. L'alimentation, c'est quelque chose d'accessible à tout un chacun, si tant est qu'il ait l'information. Alors moi j'ai des questions, elles sont très nombreuses. Merci d'ailleurs de réagir à ces propos. Question de Claudie Ravel de chez Guayapi. Comment contribuer au groupe de recherche dont les rencontres sont prévues à l'automne 2021, Fabrice? Alors là, aujourd'hui, on est dans la phase expérimentation et donc on a retenu 20 expérimentations qui se sont manifestées jusqu'au mois de mars. Donc là, on est dans cette phase où les expérimentations se déroulent. Et puis après, on va avoir une phase d'évaluation des expérimentations. Donc on est un peu dans un premier temps. Et puis après, le deuxième temps, ça va être la suite. Comment est-ce qu'on avance à partir des résultats qu'on aura obtenus? Et donc là, il va falloir qu'on organise effectivement la contribution de tout un chacun, avec l'appui des pouvoirs publics, pour essayer d'orienter les recherches, d'autres expérimentations peut-être, et puis la mobilisation des acteurs, que ce soit les professionnels de l'agriculture, de la transformation ou de la distribution. Alors, il y a une question d'Eva qui nous dit: le consommateur face à un produit bio et un produit avec un bon affichage environnemental, donc on peut supposer qu'il ne soit pas forcément bio, est-ce que ça ne va pas détourner finalement les consommateurs du bio ? Moi, j'ai deux biscuits de petit beurre. Il y en a un qui est bio et qui n'aura pas forcément un bon affichage environnemental, et l'autre qui sera un truc hyper industriel mais qui aura un bon affichage environnemental. Est-ce que finalement, on ne va pas perdre des clients là ? Eh bien, je ne suis pas sûr. C'est aussi des choses que les expérimentations vont nous permettre d'évaluer. Mais encore une fois, le consommateur, il ne faut pas le prendre pour plus bête qu'il ne l'est, quoi. C'est-à-dire que le consommateur, s'il achète du bio aujourd'hui, il sait pourquoi il achète du bio. Il ne le fait pas par hasard. Et donc, il va aussi intégrer d'autres paramètres, mais on intègre tous des centaines de paramètres quand on va faire un choix pour nos courses. Qu'est-ce qu'on veut manger ce soir? Est-ce que c'est un achat plaisir? Est-ce que c'est pour nourrir la famille? Est-ce que combien ça coûte? Est-ce que je prends en compte le local ou pas? Et donc, tous ces paramètres, bien sûr, il faut que le consommateur les intègre. On a une expérimentation d'ailleurs intéressante dans les 20 expérimentations, celle qui est menée par la note globale, qui propose justement une note qui fait du 360 degrés, qui va intégrer le bien-être animal, la production locale, etc. Il faut qu'on regarde tout ça. C'est les résultats d'expérimentation qui vont nous permettre de dire si je veux être lisible par le consommateur, où est-ce qu'il faut naviguer pour ne pas le tromper et pour l'aider, et sans non plus penser qu'on va le forcer à faire des choses. Et alors, moi, je crois véritablement que cette expérimentation et l'affichage environnemental, compte tenu du fait qu'aujourd'hui le corpus scientifique est suffisamment solide pour prendre en compte, on va dire, les deux éléments que je mentionnais tout à l'heure, les bénéfices positifs du bio sur la biodiversité et les aspects négatifs des pesticides et des résidus de pesticides dans le conventionnel. On est suffisamment prêt aujourd'hui pour avoir un affichage ACV plus indicateurs complémentaires qui soient robustes. Comme le disait Fabrice, il faut quand même rester humble et prendre en compte les évolutions de la science. Mais pour autant, moi, mon sentiment, c'est que la France est en avance sur ce sujet-là. L'ADEME
avec Agribalise, avec les travaux qui ont été faits sur l'ACV, avec aujourd'hui cette expérimentation, est en train de tirer tout le monde vers le haut, est en train aussi de diffuser et de faire en sorte que cette prise de conscience, elle soit généralisée. Et donc, je vois là quelque chose de vertueux, même si, encore une fois, les choses sont pas parfaites. On est sur un système vertueux où on avance en marchant, on apprend en marchant et on va progresser tous ensemble. Alors moi j'ai 2 questions avant de conclure cette séquence. Tout d'abord sur les réseaux sociaux, une question de Claudie qui dit « Vous êtes au quotidien dans la bio, ne serait-il pas nécessaire de créer un comité de consommateurs tiré au sort constitué pour donner leur avis et les écouter ?» Super idée. Super idée, moi je crois que, et d'ailleurs ça fait partie de ce qu'on veut faire dans les travaux d'expérimentation ITAB, SAIARI, VGF sur lesquels on travaille. Hein. L'aspect consommateur est tout à fait déterminant et l'aspect compréhension par le consommateur de l'affichage environnemental d'une part et du label bio d'autre part, c'est quelque chose qui est, sur lequel on va travailler dans le cadre de l'expérimentation à court terme et sur lequel on souhaite travailler après également parce que en effet, c'est tout à fait essentiel d'avoir le retour terrain en fait. Alors, j'avais dit 2 questions, en fait, il y en aura une autre aussi, celle de Fabrice à l'instant qui nous dit « Est-ce possible de trouver quelque part les expérimentations, la liste des expérimentations en cours, leurs critères pour en prendre connaissance ?» Fabrice Boissier. Alors on va les afficher, on est en train de préparer les choses, bon, c'est travail en cours on va dire. Et alors la dernière question, et ça je vous jure que c'est la dernière, cet affichage environnemental obligatoire ou pas? Anne-Claire Asselin selon vous? Parce qu'on a vu Nutri-Score pour prendre la référence. Nutri-Score, c'est sur la base du volontariat, ce qui a un peu calmé le jeu d'ailleurs chez les industriels de l'agroalimentaire. Mais est-ce qu'il faut que ce soit sur la base du volontariat ou que ce soit un affichage obligatoire? La difficulté, effectivement, c'est que si c'est optionnel, je ne suis pas sûre que c'est la même force ou ça peut être parfois contre-productif. C'est ce qu'on a vu sur le Nutri-Score. Donc, effectivement, je ne suis pas sûre d'avoir une réflexion complètement mûrie sur ce sujet. Je pense que l'ADEME a réfléchi un peu plus que moi là-dessus, mais c'est une bonne question. Fabrice. Moi, traditionnellement, j'aime bien appeler à la responsabilité de tout un chacun. On ne va pas forcer les gens à rentrer en transition écologique comme si on était en dictature. Donc le réglementaire, on a besoin parfois pour faire des garde-fous. Après, le mieux, c'est quand même quand on réussit à susciter une dynamique. C'est ce qu'on essaie de faire là. Et je trouve qu'il y a un momentum qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'un sujet qui était d'abord un sujet d'expert, qui ensuite est devenu polémique à l'automne, là on voit qu'on est tous en train de rentrer dans une démarche positive pour se dire comment est-ce qu'on va avancer le mieux possible. Si ça permet de créer une dynamique et qu'on réussit à dire voilà le cadre pour faire un affichage environnemental qui garantit que c'est fiable, objectif et qu'on ne trompe pas le consommateur, et que sur cette base-là, on réussit à mobiliser les acteurs de la production, les applis, les consommateurs, et ben allons-y. Voilà, après, maintenant, si on s'aperçoit que ça va pas assez vite et qu'on est au bord du gouffre, peut-être qu'il faudra contraindre. Mais pour moi, c'est vraiment la dernière option qu'on doit considérer. Merci Anne-Claire Asselin, merci Fabrice Boissier d'avoir participé à cette mini-table ronde. On va poursuivre notre voyage dans le monde de l'affichage environnemental. On va voir, restez avec nous d'ailleurs, on va voir dans quelques instants des exemples concrets, notamment sur certains produits comme les yaourts et les fromages frais. Mais avant cela, on va poursuivre notre petit tour de France de la France bio. Et cette fois-ci, direction la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez de la terre à l'assiette avec l'Agence Bio. Le bien-être animal, c'est sûr que c'est important parce qu'elle aussi, c'est donnant-donnant. Si la chèvre est bien, elle va produire mieux et produire plus. La matière première, c'est de l'herbe, bien sûr. Puis le fait de sortir, c'est vrai que ça leur fait du bien. Elles sont super contentes de sortir. Ça leur permet aussi de varier un petit peu l'alimentation. À travers le bio, on est dans le vrai, quoi, dans ce que recherche le consommateur. Et puis de permettre aussi à notre agriculture de perdurer, quoi. Il n'y a aucun ajout, nous on traite le lait comme il arrive, c'est du lait frais uniquement et on va ensuite nous intégrer nos propres ferments qu'on fabrique ici sur place de façon traditionnelle et on laisse le temps qu'il est nécessaire nous pour sortir le produit. C'était de la terre à l'assiette avec l'Agence Bio.